Bonjour, bonsoir, aujourd'hui les primitives et le calcul d'intégrale en bref. Comme d'habitude, c'est toujours pas un cours, c'est juste une fiche vidéo pour récapituler tout ce qu'il faut retenir. Voilà, sur ce on peut y aller. Alors avant tout, la chose très importante à savoir, c'est que là on va absolument pas parler de tout ce qu'il y a derrière le calcul de primitive et le calcul d'intégrale. J'entends les démonstrations pour montrer que l'intégrale c'est quelque chose qui est bien défini, c'est pas juste un symbole chelou, il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a toute une théorie, entre guillemets, la théorie de l'intégration, qui va derrière. Ça, c'est une vidéo limite à part. Voilà, on voit ça en première année de prépa, mais on le voit à la fin. Et on voit beaucoup plutôt comment primitiver et faire des calculs d'intégrale. C'est ce dont on va parler, donc le calcul en lui-même, pas la partie théorique. Voilà. Parce que c'est, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les équations différentielles, c'est très important de savoir primitiver, puisque c'était ce qu'il fallait savoir faire. Pareil en physique, il faut tout le temps savoir primitiver. Quand on cherche les équations horaires, il faut savoir primitiver vos fonctions. Donc voilà, c'est très important de savoir primitiver. Sur ce, on va y aller tout de suite. C'est un peu court du coup. C'est première partie les primitives et deuxième partie recherche de primitives et calcul d'intégrale. Voilà, puisqu'il faut bien faire la différence entre une primitive et une intégrale. C'est pas exactement la même chose. Voilà, sur ce, on va commencer. Donc soit f, donc une fonction définie sur une partie de R, à valeur dans R ou dans C, on s'en fiche. On va appeler ça primitive une toute fonction grand F qui soit dérivable sur D, le domaine de définition, tel que pour tout x dans D, la dérivée de f, grand F évalué en x, soit petit f. Voilà, tout ce qu'on dit donc c'est une primitive, c'est une fonction telle que si on la dérive, on retombe sur la première fonction. Maintenant, si f est défini sur i à un intervalle, c'est-à-dire c'est vraiment sans trou, et ta valeur dans R ou dans C, ça c'est toujours, on s'en fiche, et si f grand F est une primitive de petit f sur i, alors on va pouvoir trouver l'ensemble des primitives de petit f sur i, intervalle. Et cet ensemble de primitives, ça va être toutes les fonctions donc, qui vont de l'intervalle dans K, donc K c'est R ou C, et qui à x vont associer la primitive particulière qu'on a trouvée, grand F de x, plus c'est une constante voilà, qui se balade dans K. Et donc c'est cette constante qui va déterminer quelle primitive vous utilisez. Voilà. Ça vous permet d'accéder à l'ensemble des primitives. Parce qu'en fait, tout ce que ça veut dire que les primitives d'une fonction diffèrent à une constante près. C'est tout. Il n'y a pas de, elles n'ont pas une forme différente entre elles et tout. C'est juste une constante qui change pour tomber d'une primitive à l'autre. Donc ça veut dire qu'en théorie, ça veut dire que c'est assez simple, puisque si vous trouvez une primitive, vous les trouvez toutes. Et donc tout l'intérêt, ça va être de trouver cette primitive en particulier. Si grand F est une primitive de F sur R l'ensemble des primitives, alors c'est sur R étoile, justement, sinon ça sert à rien. Donc sur R étoile, c'est-à-dire avec un trou, quoi. Ce qu'on va faire, c'est que cet ensemble de primitives, en fait, il va se découper entre guillemets, c'est-à-dire que vous aurez, en fait, vous pouvez toujours écrire ça juste comme f de x plus c, mais c'est pas juste. Puisque ce qui se passe, c'est que comme vous avez un trou, vous n'êtes plus sur un intervalle, vous êtes sur deux intervalles, et du coup, vous pouvez, en fait, ajuster vos primitives selon chaque intervalle. C'est-à-dire que si je fais un rapide dessin, donc ça c'est votre graphe, voilà, ici vous avez 0. Oula, hop, on va annuler ça. Vous avez à 0, par exemple, si vous avez la fonction inverse. Oula, elle est un peu... Alors la fonction inverse, ça va pas être un bon exemple parce que on va avoir ça va être le logarithme. Mais qu'est-ce qu'on a comme fonction avec un trou en 0 ? Je sais pas moi. Bon, bref, si on a une constante par exemple, qui a un trou en 0, vous allez voir que donc pour la primitive, vous allez trouver, donc ici, je vais mettre en vert la primitive, vous allez avoir, sur cette partie, vous allez avoir une primitive particulière, avec la bonne pente, et ici, vous aurez une autre primitive, alors qui va être, du coup, comme on est dans les négatifs, ça va être comme ça, qui va être comme ça. Et donc là, vous voyez, en fait, si on ajustait les constantes, on pourrait se retrouver, on pourrait les coller ici, aux alentours de 0, mais c'est pas ça qu'on va faire. On va justement, du coup, ça montre bien qu'il faut trouver deux constantes, puisque en fait, elles se rejoignent pas, ces deux courbes. Donc ça veut dire qu'il y a deux constantes différentes pour chaque intervalle. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de ça. C'est si vous avez un trou, en fait, le nombre d'intervalles que vous avez, c'est le nombre de constantes que vous avez. Là, en l'occurrence, on a R étoile, donc ça veut dire qu'on a deux intervalles. Donc on va avoir deux constantes qui vont définir notre primitive. Si on a n intervalles distincts, et on va avoir tout simplement n constantes. Alors c'est important qu'il y ait un trou entre chaque intervalle. Voilà.
C'était un peu lourd l'explication, mais j'espère que c'était assez clair. Maintenant, si on prend f, grand F, une primitive de petit f sur D, qui n'est pas intervalle, hein, D, et si grand G en est une de petit g sur D, alors en fait, une combinaison linéaire, c'est-à-dire lambda f plus mu g, va être une primitive de la combinaison linéaire, mais avec les premières fonctions. Voilà, c'est tout. Donc ça, en fait, c'est juste pour dire que le fait de primitiver, c'est une opération linéaire, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, c'est exactement ce que ça veut dire, c'est linéaire, ça veut dire une combinaison linéaire de primitives, c'est la primitive des combinaisons linéaires. Maintenant, si on prend une primitive de petit f, donc qui va être un polynôme, avec les ak x puissance k, sa primitive va être très simple à déterminer, en fait, ça va être pareil, les ak xk, sauf que on va juste diviser par k plus 1 et augmenter l'exposant de 1. Et vous le vérifiez, en fait, si vous dérivez grand f, ce que vous allez voir pour chacun, ça va être, vous allez avoir en fait le k plus 1 qui va descendre, donc ça va vous faire, vous allez avoir k plus 1 fois ak sur k plus 1, x exposant k du coup, et vous aurez, ça va être la somme pour k allant de 0 à n, et ça vous allez voir que ça va bien vous faire, f de x, en l'occurrence, puisque les k plus 1 vont se compenser, et vous allez bien tomber sur la définition originelle de f. Maintenant, si on prend grand f, une primitive de petit f, et si on prend a et b, un couple de réels tel que a soit différent de 0, chercher une primitive de f de x plus b, ça va être tout simplement être 1 sur a fois la primitive de f évaluée en x plus b. On peut le vérifier, si on dérive 1 sur a f de ax plus b, si on dérive tout ça, vous connaissez la formule pour dériver une composée, hein, puisque ça c'est une composée, on a grand f, et ça c'est g. Hein. Donc quand on va dériver, ça va être égal à la dérivée de x plus b, c'est-à-dire a, fois 1 sur a, la dérivée de grand f, c'est-à-dire petit f, évaluée en ax plus b. Et donc ça c'est exactement ce qu'on cherchait, puisque ça veut dire que c'est égal à f de ax plus b. Donc tout est bien qui finit bien. Ensuite, si on prend f qui va être dérivable sur d et n, un entier non nul, un entier naturel, une primitive de f' fois f puissance n, ça va être 1 sur n plus 1 fois f puissance n plus 1. Pareil, on peut le dériver. Hein. Faut juste que je reprenne le hop. Donc si j'écris ça et que je veux le dériver, donc on a la dérivée d'une composée. Alors cette fois, ça va être f et l'application. En fait, on a f et on a g qui est tout simplement l'application qui a x associe x exposant n plus 1. Donc la formule pour dériver, ça va être n plus 1 fois 1 sur n plus 1 f' et f exposant n. Hop. Et là, ce qu'on va voir, c'est que donc les n plus 1 vont se compenser, puisque ici, il y avait des parenthèses, bien évidemment. Ça se compense, donc on se retrouve avec f' exposant n. Voilà. La suite, soit petit f dérivable sur d ne s'annulant pas sur d, une primitive de f' sur f, ça va être logarithme de la valeur absolue de f'. Ça, vous pouvez le voir. Donc si on dérive ln2, valeur absolue de f', alors, ça se passe très bien. On va juste, en fait, c'est encore la composée. Hein. C'est ln et valeur absolue de f'. Et, pardon, je me suis trompé. Il n'y a pas de prime ici. C'est ln de f. Donc, d'un côté, on va avoir, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la formule d'une composée, donc, la dérivée de ça va être f' fois la dérivée du logarithme, c'est-à-dire 1 sur x, évalué en f, donc 1 sur f. Et ça va faire f' sur f. Et tout est bien qui finit bien. La suite, si on prend une primitive de f' sur f au carré, sa primitive, ça va être alors être moins 1 sur f, hein, puisque 1 sur f, vous connaissez les formules de dérivation, si vous avez, ça vous fait f' sur f au carré, c'est tout.
Et enfin, techniquement, vous pouvez le montrer en disant que vous avez deux fonctions, hein. Vous avez f et moins 1 sur x. Vous dérivez, ça se fait directement. Et après, on arrive enfin à une formule générale. Dès qu'on dépasse n supérieur ou égal à 2, une primitive de f' sur f exposant n, ça va être moins 1 sur n-1 fois 1 sur f exposant n-2. Puisque ça, en fait, on peut le réécrire comme moins 1 sur n-1 fois f exposant 2 moins n. Et donc après, vous aurez juste vous dérivez, et puis tout va bien, normalement. Si j'ai pas fait d'erreur, est-ce que c'est pas un moins 1 plutôt? Oui, c'est un moins 1. J'ai fait une erreur. Enfin, plutôt, j'ai mal écrit. Et du coup, je sais pas me relire. Hop, donc on n'oublie pas, on met un moins 1 ici, et ici, c'est un 1 moins n, voilà. Et comme ça, quand on va dériver, ça va se compenser, et tout va être bien comme il faut. Voilà. La suite, si on prend f, donc f qui va être dérivable de d dans d', enfin de d à valeur dans d', et g qui est petit g qui est défini sur d' et qui possède une primitive grand G, on va pouvoir avoir la primitive de f' fois g rond f. G rond f, c'est je vais l'écrire, g rond f pour ceux qui ne savent pas, c'est l'application qui a x associe g de f de x. Donc je disais, une primitive de ça va être grand G rond f, puisque si vous connaissez vos formules, quand on va dériver ça va vous donner donc f' fois la dérivée de grand G, c'est-à-dire petit g, évalué en f. Si j'arrive pas à l'écrire visiblement, G rond f. Voilà. Hop. Maintenant, si on prend un triplet de réels tel que le premier soit non nul, et qu'on prend f donc, qui va associer 1 sur un polynôme, en l'occurrence ax carré plus bx plus c, pour chercher une primitive de f, on va regarder en fait le signe de delta, et plus précisément si delta vaut 0, est positif ou est négatif. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mettre ce polynôme sous différentes formes selon le signe de delta. En l'occurrence, si delta vaut 0, ça veut dire qu'on a une racine double, x0. On va pouvoir écrire le polynôme a fois x moins x0 le tout au carré. Et une primitive de f sur r privé de x0, bien évidemment, parce que sinon ça fait 1 sur 0. Ça va être alors f qui a x associe moins 1 sur a fois x moins x0. Parce qu'en fait, on pourrait presque renommer x moins x0, on pourrait l'appeler y, puisque, et en dérivant, on verrait que tout tombe comme il faut. Voilà. Hop. Et après, donc, on arrive à delta positif, qui est plus compliqué que delta égale 0, je trouve. Il y a juste titre. Donc dans ce cas-là, on va avoir deux racines distinctes. Vous connaissez, on peut mettre le polynôme sous la forme de a fois x moins les racines, le produit de x moins les racines. Et donc à ce moment-là, une primitive sur r privée des deux racines, ça va être... du coup, f, on peut le mettre plutôt... f, la fonction initiale, on peut la mettre sous la forme 1 sur a fois x moins x1 fois x moins x2. On va pouvoir trouver a et b. Alors, la démonstration se fait en fin d'année, de trouver les a et les b. Tout simplement parce que c'est quand on fait les fractions polynomiales, voilà, les corps fractionnaires. Je ne sais plus exactement le nom, mais en gros, c'est basiquement la construction de Q des rationnels, mais avec des polynômes. Et quand on fait ça, on montre qu'on peut toujours trouver des constantes telles que 1 sur un polynôme puisse s'écrire les constantes sur les racines plus l'autre constante sur l'autre racine, et ainsi de suite. Et donc, voilà, on peut les trouver, ces constantes. En l'occurrence, quand on a juste deux constantes à trouver, on résout un petit système pas trop compliqué. Tel que, du coup, on puisse mettre f de x comme ça. Et là, c'est très simple, puisque du coup, on a une somme de fonctions. Et quand on va primitive, on va faire la somme des primitives. C'est-à-dire qu'une primitive, ça va devenir grand A fois logarithme de valeur absolue de x moins x1 plus b logarithme de valeur absolue de x moins x2. Puisque si vous dérivez cette partie, ça va vous donner a sur x moins x1. Et si vous dérivez cette partie, ça va vous donner b sur x moins x2. Et donc ici, vous aurez votre plus et tout ira bien. Maintenant, si x est négatif, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. On va avoir l'existence de alpha et de bêta. On peut les trouver juste en jouant avec les coefficients pour factoriser. Hein.
Donc on va avoir alpha et bêta de réel, tout simplement tel qu'on puisse écrire le polynôme tel que a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta carré. Vous reconnaissez peut-être cette forme-là si vous vous souvenez de vos cours sur les polynômes du second degré. Et donc là, on va avoir 1 sur a, tout ça. On va pouvoir le mettre comme ça. Et à la fin, en fait, on va factoriser par le bêta au carré pour avoir un truc de la forme une constante fois un truc qui dépend de x au carré plus 1. Et ça, on reconnaît tout simplement la dérivée de arctangente, puisque arctangente prime, c'est-à-dire la dérivée de arctangente de x, quand même, on va pas abuser, c'est 1 sur x au carré plus 1, ou 1 plus x au carré, comme vous voulez. Et donc, on reconnaît ça, et ça veut dire qu'une primitive, ça va être 1 sur a bêta fois arctangente de x moins alpha, le tout sur bêta, et si vous dérivez ça, vous allez vous retrouver avec donc la dérivée de x moins alpha sur bêta, c'est-à-dire comme on a x, ça veut dire on sort le x sur bêta, donc on va avoir plutôt on va avoir 1 sur bêta fois 1 sur a bêta pour faire le bêta au carré, fois du coup la dérivée de arctangente, c'est évalué en ce qu'il faut, c'est-à-dire x moins alpha sur bêta le tout au carré plus 1. Et donc ça vous fera bien ce qu'il faut, puisque du coup ici, on va avoir les deux bêtas qui vont faire bêta au carré. On va avoir a bêta au carré. Ça va venir compenser ce bêta au carré ici, hein, puisqu'on a le carré là. Et donc tout va être comme il faut, puisque le bêta va se distribuer ici, donc on aura bien le plus bêta au carré. Bref, tout va bien. Enfin, une primitive du logarithme népérien, ça va être tout simplement x associe x fois ln de x moins x. Ça, on peut le vérifier. Si on dérive, on va avoir déjà le moins 1. Je vais le mettre à côté. Non, c'est bon. Donc, quand on dérive ln de x, c'est 1 sur x. Donc, on fait la formule pour un produit, c'est-à-dire quand vous avez la dérivée, je vais l'écrire, de uv', c'est u'v plus uv'. Donc en l'occurrence, si on applique ça ici, on prend u, ça va être x, donc la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x moins 1. Et donc ça vaut 1, donc moins 1, ça fait 0. On se retrouve bien avec le logarithme, donc tout va bien. Enfin, la deuxième partie, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, grâce au théorème fondamental de l'analyse, je pense que je ferai peut-être une vidéo à part sur le théorème fondamental de l'analyse, parce qu'il est fondamental. Si on prend f une fonction continue sur i, f possède une infinité de primitives. Et en particulier, si on fixe un point dans l'intervalle, un point a, l'intégrale de a à x de f de t dt, ça va être l'unique primitive s'annulant en a. Voilà. Rien de plus à dire. Et si on prend f qui continue sur un intervalle i à valeur dans C, donc l'ensemble des complexes, et AB, deux points de l'intervalle I, on va pouvoir définir le complexe intégral de AB f de t dt par tout simplement l'intégrale de la partie réelle plus I fois l'intégrale de la partie imaginaire. Voilà, c'est juste pour définir l'intégrale sur une fonction à valeur complexe. Et si on prend f qui est contenu sur un intervalle I à valeur dans R ou dans C, et AB, deux points de l'intervalle, si grand F est une primitive de petit f sur I, alors, et ça c'est assez important, en tout cas pour savoir l'écrire, l'intégrale de a à b de f de t dt, ça va être grand F évalué en b moins grand F évalué en a, qu'on a tout simplement f entre crochets a à b. Voilà, c'est tout simplement pour relier le calcul d'intégrale et les primitives. C'est-à-dire qu'une intégrale, finalement, c'est qu'une différence de primitives. Enfin, maintenant, on va dire que G est de classe C1, et ça serait important, parce que ça permet de caractériser une fonction, entre guillemets. Donc on dit que G est de classe C1 lorsque G est dérivable et de dérivée continue. En l'occurrence, on peut aller plus loin que la classe C1, on peut aller à la classe Cn si on fixe n, C infini, et donc tout ce que ça veut dire, c'est l'exposant, en fait, il vous dit cette fonction est dérivable tant de fois, et son ultime dérivée est continue. Et du coup aussi toute celle intermédiaire, bien évidemment. Donc si on prend G en l'occurrence une fonction de classe C1 qui va d'un intervalle I dans les complexes, on va avoir le fait que pour tout A et B dans I, l'intégrale de A à B de G', la dérivée de G, donc G' de T dt, ça va être
g de b moins g de a, à relier avec ce que j'ai dit juste avant, puisque ça se démontre comme ça d'ailleurs. Une petite parenthèse quand même sur le fait de dire qu'une fonction est de classe C1, C2, C3, etc. Si on veut le voir graphiquement, ça va indiquer la régularité de la fonction. Plus vous avez une fonction qui est de classe élevée, enfin de classe C élevée, plus votre fonction va être entre guillemets régulière avec des courbes qui sont très lisses. Par exemple, vous prenez les polynômes, ils sont de classe C infini, et c'est parfaitement lisse. Par exemple, les fonctions sinus et cosinus, elles sont de classe C infini. On voit qu'elles sont parfaitement lisses et régulières. L'exponentielle est de classe C infini aussi. Voilà. Mais une fonction qui n'est par exemple pas de classe C1, vous prenez la valeur absolue. La valeur absolue, il y a un trou en 0, puisque vous voyez que vous avez un changement brusque en 0 en fait. Vous avez un pic. Donc elle est pas du tout régulière en ce sens-là. Bref, maintenant une technique d'intégration très importante et très pratique, l'intégration par partie, on abrège en IPP. Si on prend U et V, deux fonctions qui sont de classe C1 sur un intervalle I, et si on fixe 2 points de l'intervalle A et B, on va avoir cette formule que je vais détailler, qui nous dit tout simplement que si on a l'intégrale de A à B de U'V, ça va être l'évaluation donc entre crochets de UV moins l'intégrale de A à B de UV'. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, en général, quand on l'utilise, c'est pas marqué comme ça en fait. On voit qu'on a une intégrale par exemple de, je sais pas, par exemple quand on va intégrer, je vais rajouter une page, quand on va intégrer x, pardon pas x, on va intégrer juste le logarithme, ln de t dt, on va intégrer, je sais pas, de a à b, on va voir que c'est l'intégrale de a à b de 1 fois ln de t dt. Et du coup, on va pouvoir appliquer cette formule, puisqu'on va dire 1 c'est u', ln c'est v, puisque voilà, on sait pas à ce stade-là, on ne sait pas encore intégrer le logarithme. Donc on va évaluer, on va écrire que du coup l'intégrale elle va être égale à entre crochets x ln de a à b moins du coup en dérivant x fois 1 sur, enfin du coup c'est dt, c'est pas grave, 1 sur x dx de a à b. Si je fais pas d'erreur, c'est bien ça. Tout à fait. C'est bien ça. Et donc là, on va se retrouver avec l'intégrale de 1 de a à b. Ici, x est x logarithme. Et donc, vous voyez que tout va bien se passer juste après. En fait, ça, d'où ça vient? Ça vient tout simplement de la formule pour dériver un produit. Donc la dérivée de uv, ça va être u'v plus uv'. Et si vous faites juste moins, par exemple, vous faites moins uv' à gauche, vous allez pouvoir le voir. Je vais l'écrire dans une autre couleur. Donc on a uv' égale u'v plus uv'. Et si vous intégrez, vous avez l'intégrale de a à b de uv' de t dt moins l'intégrale de a à b de uv' de t dt est égal à l'intégrale de u'v de a à b t dt. Voilà, et en l'occurrence, cette partie-là, c'est juste uv. Cette partie-là, il faut la calculer, et ça nous donne cette partie-là. Et donc, si cette partie-là est difficile à calculer, mais que cette partie-là est simple à calculer, ça nous arrange grandement la vie, puisque du coup, on a un truc qui est super simple à faire, un truc qui est en théorie simple à faire, qui nous donne le résultat qu'on souhaitait, qui était compliqué à la base à obtenir. Donc voilà. Et la dernière technique d'intégration, en tout cas la dernière technique qu'on voit en cours, il y en a une troisième, je vais juste la mentionner, parce qu'elle est pas très sophistiquée comme technique, mais bon. Donc on va plutôt se concentrer sur celle-là. Donc le changement de variable, l'ultime technique, c'est que si on prend f qui est une fonction continue et phi qui est une fonction de classe C1, donc de dérivée continue, avec i et j des intervalles, alors pour tout alpha bêta, dans j carré de l'intervalle, on va avoir l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de f de t dt, ça va être égal à l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t fois phi prime de t dt. Et
Et ça, c'est avec la formule donc pour dériver f rond g. Donc ça, c'est très utile quand tout simplement pour faire justement ce qu'on dit des changements de variables. C'est-à-dire que en règle générale, vous avez un truc, souvent c'est des fractions 1 sur quelque chose, et c'est pas facile à intégrer, et vous vous dites, par exemple, vous avez 1 sur, je sais pas, 1 sur f de u, 1 sur f de g de x, voilà, et vous dites, bon, je réécris ça, 1 sur f de u avec u égale g de x, et si vous posez bien ce u, en l'occurrence ici il est écrit phi, mais en général on l'appelle u, ça peut vous simplifier les calculs, puisque du coup ça remplace cette intégrale qui pouvait être un peu pratique, on va dire, par une intégrale qui en théorie est plus simple, où il faut juste se débrouiller avec les bornes. Donc ça peut être utile. Et la dernière technique, qui n'en est pas vraiment une, c'est, alors j'ai vu en anglais, et donc une traduction approximative ce serait intégration tabulaire ou intégration tablée. C'est en fait une extension de l'intégration par partie de l'IPP. Lorsque, en fait, il peut arriver parfois, lorsque vous faites votre IPP, que la seconde, en fait, vous deviez enchaîner des IPP. Notamment quand vous intégrez des trucs avec des cosinus ou des sinus, ce genre de choses. Vous vous retrouvez en fait à faire des IPP, des IPP, des IPP. Et parfois, en fait, vous pouvez voir une certaine régularité. Et c'est à ça que ça sert l'intégration tabulée. En fait, c'est vous faites un tableau avec vos dérivés et ça vous permet de calculer assez rapidement juste en multipliant les colonnes dans le bon ordre. Ça vous permet de trouver rapidement votre résultat. Je vous invite à faire une recherche sur internet parce que c'est pas au programme. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. C'est en gros, vous faites des tableaux avec les dérivés, ça vous permet de calculer plus vite vos IPP. Voilà, basiquement. C'est tout. Et sur ce, c'est fini pour le calcul d'intégrale et les primitives. C'était un peu confus parce que je l'ai fait rapidement, parce que je suis un peu pressé par le temps, là tout de suite. Mais voilà, j'espère que ça aura quand même été assez clair. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une vidéo de physique. Et j'avais une bonne idée de vidéo de physique, mais je l'ai oublié, je crois. Donc ce sera probablement les filtres. Et après, ça va vraiment, j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo, mais ça va vraiment se rapprocher de la thermodynamique que je n'ai pas envie d'aborder, voilà. Sur ce, c'était Adam, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, un bon après-midi, pardon, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!